First of all, some words to welcome our host from other countries of Europe. And listening to some people here thinking and speaking about history. I would underline that if Corsica is a state at present, and Malta is a state, it's only a question of history. You know, it's a question of hazard of history. It's a recent book was, the title was The Lost Kingdom of Europe. And one of the most fascinating examples of this lost kingdom of Europe was Borussia. Prussia, Borussia at the beginning. This was a huge, this was a huge country, a huge world in Europe, and nowadays there is no more, not only a state, an empire, not even a region called Prussia in Germany. So, je vais continuer en français en soulignant 3 points. D'abord, et puis en parlant ensuite de ce qui nous rapproche des liens réels que nous avons avec l'Europe. Alors, trois petits points. S'il y a une antenne de la CTC qui est modeste à Bruxelles, néanmoins, nous avons tout un service qui travaille avec l'Union européenne. Nous n'avons pas la taille d'avoir une grosse antenne, une grande délégation, et puis nous travaillons avec la représentation permanente de la France, qui est d'ailleurs plus coopérative que le gouvernement, souvent. Donc ça se passe bien. Deuxième point, sur les harmonisations fiscales, on va parler de la fiscalité, vous connaissez ça infiniment mieux que moi. Simplement une remarque, c'est vrai que l'harmonisation fiscale est tellement difficile, et tellement d'ailleurs subjective et compliquée à faire, dans le détail, je donne un exemple, qu'avant que l'harmonisation fiscale en Europe soit faite et qu'elle nous pose problème, il va se passer de l'eau sous les ponts. Je donne toujours le même exemple, mais l'Irlande a une fiscalité des sociétés avec un taux de 12,5% et la France théoriquement 40%. Vous allez me dire c'est difficile à harmoniser. Je fais observer depuis longtemps que la moyenne réelle de l'imposition en France, c'est 7 à 9%. Donc c'est en fait inférieur, parce que si notre taux est élevé, nos bases sont à géométrie variable, et plus l'entreprise est grosse, et plus elle est maligne, et tout en respectant la loi, et plus elle peut avoir un taux réel d'imposition très faible. Donc les sociétés sont plus imposées en Irlande qu'en France, contrairement à tout ce qu'on vous raconte. Je peux vous en faire la démonstration précise. Je rejoins totalement ce qu'a dit Louis, notre problème vis-à-vis de la fiscalité ou des particularismes fiscaux, c'est pas du tout l'Europe actuellement, même si potentiellement ça pourrait l'être un jour. C'est la France. Enfin, j'ai quand même fait déposer 2 amendements à l'Assemblée nationale pour proroger un régime fiscal. Les 2 amendements ont été votés très largement, mais très largement, pour ne pas dire à l'unanimité. Bon, c'est des votes à main levée à l'Assemblée nationale, tout le monde a voté, sauf mon ami Charles de Courson. Bon. Et puis 2 fois, le Conseil constitutionnel s'y est opposé. 2 fois, le Conseil constitutionnel s'y est opposé, et je dois vous le dire, à l'initiative de quelqu'un, probablement, dont la maman était de Corté. Bon, voilà. Pourquoi on est toujours trahi par les siens. Alors, 3 axes rapides pour dire ce qui fait, tel que je l'ai vécu, notre rapport avec l'Europe. Là, il y a 3 axes. Pour simplifier, il y a ce que nous apporte l'Europe, y compris financièrement, et c'est considérable, et ça marche. Il y a le droit européen, l'impact du droit européen sur la Corse. Pour moi, c'est positif, je vais vous dire pourquoi. Et puis, troisièmement, il y a ce que nous faisons le moins, que nous devrions le plus faire, et ça a été évoqué ce matin, c'est le développement de la relation politique avec, non pas l'Europe centrale, si j'ose dire, Government of Europe, mais avec les différentes régions de manière très large. Alors sur les finances, ça compte. Ben, l'impact de l'Europe est très positif sur la Corse, puisque si je compare ce que l'Europe apporte et ce que l'Europe prélève en fiscalité, c'est-à-dire quasi rien, comme TVA, et ce qu'elle apporte, c'est considérable. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était une région prioritaire. On n'a pas su en profiter. On n'a pas su en profiter, c'est dommage.
nous ne sommes plus une région prioritaire. Mais néanmoins, nous bénéficions pour la nouvelle programmation de moins de FEDER et de plus de FEADER. L'un dans l'autre, nous nous y retrouvons. Deuxièmement, au cours des quelques dernières années, 4-5 dernières années, il y a eu un changement considérable dans nos relations avec la Commission de l'Union européenne pour les fonds européens. Il y avait un climat qui était marqué par la méfiance et la rigidité. C'est-à-dire que les fonctionnaires européens étaient méfiants de l'accord, s'ils avaient d'ailleurs quelques bonnes raisons, et du coup ils étaient rigides. On a instauré un climat de confiance, et du coup ils sont flexibles. Je vous assure que c'est vraiment le cas. Et j'en donne un exemple, je suis arrivé à la région, on me disait qu'on ne pouvait plus continuer à payer l'indemnité de compensation de handicap naturel, parce qu'on faisait n'importe quoi dans la présentation des choses, il faut bien reconnaître. Enfin, il y avait des gens qui vous disaient qu'on devait classer comme pâturage des routes et des bâtiments. Ils disaient que c'était quand même un peu délicat. Et des forêts de haute tige, c'est quand même difficile. Bon, on a revu les choses, on a essayé de travailler cela sérieusement et honnêtement, et aujourd'hui, l'ICHN, c'est plus de moyens pour nos éleveurs que ça n'était avant. Ce qui prouve quand même, vis-à-vis de l'Europe, qu'on peut s'amuser à la tromper, ça marche, mais qu'il vaut mieux quand même, vis-à-vis du droit, l'appliquer normalement. Moi, j'ai entendu 20 ans qu'il y avait ce problème de l'ICHN. Le jour où on s'y est attaché vraiment, on a compris qu'on pouvait rentrer dans les clous, qu'on pouvait respecter les règles et bénéficier, finalement, de fonds égaux ou supérieurs. Donc, c'est très important. Nous n'avons pas eu, au cours des dernières années, de dégagement d'office. On a utilisé l'argent qui était mis à notre disposition. On pourrait sûrement faire mieux, mais enfin, aujourd'hui, je suis satisfait quant à la définition de la nouvelle programmation, notamment du FEDER. Et ça s'est fait quand même avec des discussions et des coopérations. Alors, bien entendu, on n'a pas participé, nous, à ce que demandait l'État central. C'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a eu quand même un dialogue entre les régions et l'État central, puisqu'en gros, l'État central en France avait tendance à vouloir sacrifier la politique régionale au bénéfice de la politique agricole commune. Dans sa discussion avec Bruxelles, pour être extrêmement basique, pour être extrêmement grossier. On a quand même pu réussir à atténuer un peu cette position-là. Et ça s'est fait notamment par des relations directes auprès de l'Union européenne, mais ça s'est fait également par un dialogue constant, notamment ici dans le cadre de ce qu'on appelle le comité de suivi, qui a permis également de travailler à la prospection, à la prospective pour la prochaine programmation fédérale. Alors, un second sujet, c'est le droit. Parce qu'en général, on nous dit, surtout ces jours-ci, je crois que vous avez fait allusion hier ou avant-hier sur le maritime, l'Europe nous embête, elle pose des problèmes de droit. Alors moi, je vais vous dire sur le dossier maritime. L'Europe, qu'est-ce qu'elle disait? Je parle de la Commission agissant comme autorité de la concurrence. Elle disait deux choses. Elle disait d'abord, vous subventionnez les cars ferry qui sont remplis à 35% pour ce qu'on appelle le service complémentaire, c'est-à-dire faire venir des touristes en Corse sont subventionnés. L'Europe a raison. Je l'avais dit avant que la justice européenne, par la voix de la Commission, se prononce, l'Europe a raison. C'est incontestable. Et non seulement c'est du droit européen, je vous le dis, mais c'est également du droit français. On ne peut pas subventionner un service public quand l'initiative privée, il suffit amplement. Par le contrôle, les gens qui connaissent la question mieux que moi. C'est très clair, et par conséquent, ça ne nous embêtait pas du tout. D'ailleurs, quand la décision de la Commission est intervenue sur ce point, mettant fin au service complémentaire, j'avais dit déjà depuis 3 ans, et annoncé urbi et orbi, qu'on ne renouvellerait pas la délégation de service public concernant le service complémentaire. J'avais donné 3 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas le droit. La seconde, c'est qu'on n'a pas l'argent. Et la troisième, c'est qu'on n'a pas envie. Bon, comme ça, c'était clair. Bien. Donc, nous n'avons pas eu à souffrir de cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La seconde critique portait sur les conditions de privatisation. Ben l'Union européenne avait raison, la Commission avait raison. Plus exactement, le tribunal de l'Union européenne, parce que la Commission avait approuvé ces conditions de privatisation que j'avais trouvées, moi, publiquement, en tant que membre du Parlement, scandaleuses. Je l'avais dénoncé publiquement à l'époque. Le résultat, c'est que le tribunal de l'Union européenne a condamné, puis la Cour de justice a confirmé définitivement
et qu'aujourd'hui c'est le droit, et on a bien fait de dire le droit. Puis nous, Français, on ne peut pas se plaindre, nous, Corses, de l'Union européenne. Après tout, ce droit, il fait l'objet d'un traité, il a été accepté, c'est le droit, et on doit l'accepter. Est-ce que la Commission ou les tribunaux appliquent le droit de manière sévère et aveugle? Pas du tout. J'ai eu, moi, tout un échange avec le commissaire Almunia, qui n'a pas la réputation d'être le plus gentil, le plus souple, le plus aimable, le plus flexible, etc. Et qui, finalement, d'une manière ou d'une autre, nous a laissé faire une modalité d'application de la décision de la Commission qui était relativement souple. Bon, aujourd'hui, nous avons émis un titre de remboursement, etc. Mais on nous a un peu laissé faire une procédure par laquelle on exigeait d'être remboursé le jour où ça n'avait plus de portée. Et aujourd'hui, puisque c'est un sujet d'actualité, je lis dans les journaux que la Commission de l'Union européenne interdit la transmission de la délégation de service public. Enfin, pour ceux qui sont... C'est absolument faux. Les services de la Commission, la direction DG Concurrence, s'y opposent, mais le dialogue politique se poursuit très activement. Je pense qu'en début de semaine prochaine, on aura une solution proposée, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés. Je dis ça parce qu'il ne sert à rien d'obtenir de la Commission, à un moment donné, une position qui soit hors du droit, puisque vous êtes rattrapé à la fin par la Cour de justice. Ça ne sert à rien. Il faut quand même, on raisonne en droit. Qu'est-ce qui s'est passé sur la privatisation? Il y a eu une discussion politique avec la Commission, à l'époque, en 2006. La Commission a accepté quelque chose qui était n'importe quoi, et la Cour de justice a rappelé qu'il y avait un droit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec le droit. Elle a eu raison. Donc je crois qu'il faut être extrêmement réaliste. Je n'ai pas à me plaindre du droit, nous n'avons pas à nous plaindre du droit dans cette affaire. Bien sûr, c'est pénible le droit, dans une affaire comme celle-là. Ça nous met en face de nos responsabilités. Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on ait dépensé 500 millions d'euros pour privatiser une compagnie qui emploie 1500 personnes à l'époque, et qu'on n'ait même pas eu le bénéfice d'une restructuration qui la rende viable? Est-ce que vous croyez que c'est normal que nous dépensions, nous, 67 millions d'euros par an pour 4 navires mixtes, et que nous n'avions pas un service de qualité, alors qu'avec ces mêmes sommes, on pourrait avoir un service de transport gratuit des marchandises entre la Corse et le continent? Ben, il faut quand même qu'on soit devant nos responsabilités. Il faut quand même qu'on dise les choses. Donc moi, je l'ai dit très clairement, je n'ai pas à me plaindre du droit européen à ce jour. J'espère que la Commission élaborera dans un dialogue viril, comme on dit, avec les autorités françaises et avec nous, avec tout le monde, d'ici 2 jours, 3 jours, une solution qui permettra effectivement une reprise de la SNCF dans de bonnes conditions, mais des conditions qui ne seront pas en dehors du droit. Voilà, il faut qu'on arrête de prétendre, parce que la non-application du droit, c'est toujours mauvais. Ce n'est pas le droit qui est mauvais. C'est l'absence de courage des élus, de toute une société qui ne veut pas voir la réalité en face. Quand une entreprise perd 50 millions d'euros par an parce qu'elle est mal gérée, parce que tout le monde vole dans tous les bouts des dirigeants au dernier, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas, au nom du service public, continuer à faire ça. Alors, troisième point, le plus négatif, malheureusement, c'est au fond la vraie politique que nous devrions avoir en Europe. Je ne vais pas rentrer à I'm not Scottish. I am not nationalist. I am Corsican, but I am also quite international. My wife is from India. I have 2 passports, one from France and one from India, and myself 2 passports. And my grandmother was from Alsace, but the main part of me is in Venaco, a village not very far from here, you know. And this is my real root and real identity. So, je crois que la politique, nous n'avons pas assez, nous la Corse, de relations bilatérales suffisantes avec nos voisins, avec la Toscane, avec Gênes, avec la Sardaigne. La représentation des régions à l'échelon européen, ça existe, mais ce n'est pas l'essentiel, ça a été dit tout à l'heure. Les régions sont tellement différentes. La Catalogne, c'est pas la Corse. Moi, je vais me rendre en Catalogne en janvier. Ils sont bien polis de me voir, mais je représente une petite ville de Catalogne, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas. Et puis nous ne sommes que 300 000, on n'a pas le temps matériellement d'aller. Moi j'aimerais bien, hein,
un jour à Edinburgh, un jour à, je ne sais pas moi, un jour à Valence, un jour me promener dans toute l'Europe. Je n'ai pas matériellement le temps, donc c'est extrêmement difficile, mais néanmoins, même sans nous promener beaucoup, il faut que nous soyons attentifs à ce qui se passe ailleurs. Nous y sommes très attentifs. Nous sommes attentifs à ce qui se passe en Catalogne, à ce qui se passe en Écosse, mais plus généralement, nous sommes attentifs, et ça Henri Malos en parlera mieux que je ne saurais le faire, à des choses qui paraissent en France, dans le système bloqué où nous sommes, impossibles et hors de portée, et qui ailleurs paraissent tout à fait naturelles et légitimes. Voilà. Donc on a un certain nombre de problèmes. Par exemple, en France, on vous dit la langue régionale ne peut pas être une langue officielle. C'est d'ailleurs pas pourquoi. Parce qu'entre nous, jusqu'au XIXe siècle, les documents administratifs en Corse étaient en français et en italien, parce qu'on n'écrivait pas le corse à l'époque, des bilingues. Personne n'y trouvait problème, même sous la Révolution française. En 1789, l'Assemblée française a décidé que tous les textes de la loi devaient être traduits dans toutes les langues régionales. Ça a fonctionné pendant 2 ans. 2 ans, on traduisait en breton, en provençal, etc. Parce que l'idée, c'était que 98% des Français ne parlaient pas français. Et que donc, il fallait leur dire la loi dans leur langue. Ça a fonctionné un certain temps. Et puis un jour, il y a un type qui est venu, je pense que c'est l'abbé Prévost, qui a dit non, non, tout doit être en français. En même temps, ce n'était pas commode. Hein, la traduction de tous les textes était très longue, très difficile, etc. Ça n'est pas consubstantiel de la République, cette obsession du monolinguisme. Ça n'est pas consubstantiel de la République. C'est une invention postérieure. Bien. Donc, il se fait des tas de choses en Europe, des tas de choses intelligentes, et on ne le fait pas en Corse, parce qu'on nous dit que c'est absolument impossible. 2 points pour terminer, j'en finis. Moi, j'ai 57 ans, donc je suis ce qui se passe en Corse de manière sensible depuis 40 ou 50 ans. Il y a des choses extraordinaires qui se sont faites en Corse, et dont personne ne parle jamais, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas progressé en Corse. Je vais vous donner 5 exemples. Par les infrastructures, tout a été transformé. Mais 5 exemples simples d'idées qui sont parties de la Corse et qui ont réussi. 1. On a créé une université performante en zone rurale et en zone de montagne. Vous êtes dans une université performante en zone rurale et zone de montagne. Qui y aurait cru il y a 30 ans, il y a 40 ans? Bon, aujourd'hui c'est une réussite, avec des programmes de recherche, avec des choses qui fonctionnent. C'est une réussite de la Corse. Et c'est très utile. Moi-même, je suis président de la région, je passe beaucoup de temps à l'université, pas seulement parce qu'on a enfin réussi à signer notre convention avec l'État, ça n'a pas été facile, exemple de blocage aussi, mais exemple aussi quand même de solidarité de l'État. Il faut le dire, qui a créé 44 postes, il ne l'a fait pour aucune autre université de France. Deuxième exemple de réussite, nous avons vaincu les feux de forêt. Nous avons vaincu les feux de forêt. La Corse était une île où il y avait 20 000 hectares par an qui brûlaient. Aujourd'hui, quand il y en a 1000, dans une année, on a vaincu les feux de forêt. Et comment? En utilisant aussi des moyens originaux de prévention et des systèmes de prévention qui ont été adaptés à la Corse et qui fonctionnent remarquablement. Donc on a vaincu les feux de forêt. Moi j'ai un ami qui était mort maintenant malheureusement récemment, qui était maire d'une commune à côté, qui était le spécialiste de la prévention, du gyrobroyage, et qui a fait des choses, pensé des choses il y a 20 ou 30 ans, qui faisaient rigoler tout le monde, mais qui ont marché. Et donc on a vaincu les feux de forêt. Troisièmement, on a créé une compagnie aérienne publique régionale. C'est extraordinaire, hein? Une compagnie publique régionale depuis 25 ans aérienne qui équilibre ses comptes. Même si elle a parfois des difficultés, mais elle équilibre ses comptes, elle est bien gérée. Et ça fait que l'hiver, mesdames et messieurs, l'hiver, pendant 6 mois, 90% de transports aériens entre la Corse et le reste du monde sont assurés par notre compagnie régionale. C'est une réussite, et ça marche autrement mieux qu'Air France, j'aime autant vous le dire. Nous avons réussi à préserver l'environnement tout en développant le tourisme et l'économie en général. La Corse, à la fois par sa société civile, mais aussi par sa classe politique, a réussi à protéger l'essentiel de la Corse par des mesures de protection, par des acquisitions de terrains du littoral, par la création de parcs, par la multiplication des protections. Et récemment, l'Assemblée de Corse, pas unanime,
D'ailleurs, s'il y a une personne qui a voté contre. L'Assemblée de Corse, à une très très large majorité, a adopté un texte qui va maintenant être mis à l'enquête, qui est un énorme plan d'aménagement de la Corse et de protection, ça s'appelle Traduc, ça fait 3000 pages. Et malgré le fait que beaucoup de gens aient dit ça va bloquer l'économie, ce qui est absolument faux bien sûr, c'est le texte le plus protecteur et en même temps le plus dynamique que vous puissiez imaginer. C'est vrai qu'on met fin à des fantasmes. Il y a des tas de gens qui disaient je pourrais construire à tel endroit une marina merveilleuse. Bon, et ben ils ne pourront plus. Et ils ne pouvaient déjà pas, hein, parce que c'est idiot. Et l'économie s'y opposait, d'ailleurs le droit déjà. Donc on travaille dans ce sens. Et enfin, dernier exemple qui n'a rien à voir. On a restructuré le secteur des vins. Quand j'étais petit, c'était un scandale le vin en Corse. C'était un scandale. Il y avait 30 000 hectares qui produisaient du mauvais vin en moyenne, ça ne marchait pas du tout. C'était scandaleux. Il y a eu d'ailleurs des événements terribles à propos des excès et des scandales qui se produisaient dans ce domaine. Aujourd'hui, on n'a plus 30 000 hectares, on en a 8 000. Et ça marche. On a des vins de qualité que je vous invite à goûter. Bon, dernier point, je termine en conclusion. Ben voilà. Je ne suis pas doué pour la philosophie. Et il y a un philosophe allemand, pas tout à fait Laufklaro, mais qui est Hegel. Et je crois qu'on doit toujours penser à Hegel quand on pense les contradictions, et notamment les contradictions entre les différents niveaux. Régionaux, étatiques, supranationaux, etc. Il y a des contradictions. Ces contradictions, elles sont heureuses. C'est-à-dire que de la contradiction, c'est le jeu de dialectique, la dialectique idéaliste. C'est l'esprit qui marche sur la tête. A dit Marx, qui lui a dit qu'il faisait marcher l'esprit, la dialectique sur les pieds, mais néanmoins sur la tête, ça marche très bien, croyez-moi. Et donc Hegel a pensé, et c'est pas le hasard, il était à l'époque où on pensait déjà l'unité allemande, tout en respectant dans les différentes provinces d'Allemagne l'identité malgré tout, parce que l'identité de la Bavière n'est pas tout à fait celle du Schleswig-Holstein, je crois, du moins, même si je connais mal l'Allemagne. Voilà ce que j'avais à dire. Donc Hegel aurait dû être en Corse. Merci. Bon, cher Paul et cher Paul-Marie, et chers collègues du Comité économique et social européen, chers invités à l'Université citoyenne, donc on arrive peu à peu à la conclusion. Nous allons prolonger d'ailleurs cet après-midi pour mes collègues européens, je les amène dans le Boj. Pas à Benaco, je suis désolé, mais bon. Demain, comme on ira à Boconian à la fois à Châtaigne, ils passeront par Benaco. Donc ils auront à la fois les deux versants. Quelques considérations pour cette conclusion. Je crois que c'est Gendré Minicom hier, ou avant-hier dans une autre manifestation, qui disait finalement la Corse ça représente 0,06% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Il a dû faire le calcul, je ne sais pas comment il a trouvé ce calcul, mais c'est le calcul qu'il a fait. Mais oui, c'est juste. Mais je dirais, et alors, malgré tout, c'est 0,06% de l'Union européenne, donc c'est une partie de l'Union européenne. Et les Corses, comme les grands bourgeois, comme les gens du nord de la Suède, comme les Écossais, ils font partie de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est l'affaire de toutes et tous, quel que soit le pourcentage qu'on représente. D'ailleurs, dans l'idée même de la construction européenne, l'idée de Robert Schuman et de Jean Monnet, on a toujours posé comme principe l'égalité des peuples entre eux. Ce n'est pas parce que les Allemands sont plus nombreux qu'ils doivent forcément tout décider. Et il faut entendre le répéter, parce que parfois, peut-être, certains ou certaines l'oublient. Mais chacun fait partie et est là, je dirais, part constituante de l'Europe, et chaque citoyen a le droit de participer, et de contribuer, et d'échanger, et de dialoguer. Et de dialoguer en direct. Car le dialogue en direct, c'est essentiel. Et si nous sommes venus ici, cette délégation du Comité économique et social européen, pas la première fois, j'espère que ce sera, j'en suis sûr, pas la dernière fois, c'est pour ouvrir ce dialogue direct avec, pas la Corse, dialogue pas, mais avec les Corses et leurs représentants
Parce que c'est d'abord prévu par les traités européens. Traités européens, par l'article 11, qui sont chers à certains de mes collègues, prévoit cette démocratie participative, ces échanges. Et c'est parce que c'est aussi l'idée même de la construction européenne. Je le rappelle, c'est écrit d'ailleurs dans le traité, c'est une construction entre les peuples, entre les États et entre les peuples. Il y a le mot peuple qui figure dans les traités, donc dans le texte, donc dans le droit. Et ce que moi je constate, c'est qu'au fil depuis que j'ai pris la présidence, et avec la présidence de mon prédécesseur Stefan Nilsson, de plus en plus d'acteurs politiques nous demandent, à nous, acteurs économiques et sociaux, de faire vivre cette démocratie participative, de faire vivre ce dialogue direct. Hier, j'étais ici à Corté, j'ai eu un coup de fil du vice-premier ministre polonais, qui m'a dit qu'il faut absolument qu'on se voit très vite, et avec M. Tusk, qui est le nouveau président du Conseil européen, pour voir comment on peut mettre en œuvre cette démocratie participative, car le grand problème aujourd'hui de l'Europe, de l'Union européenne, c'est le fossé grandissant entre ses citoyens. Et vous avez un rôle à jouer. Donc c'est ce que nous faisons avec cette université citoyenne. Donc moi, ce que je tire comme enseignement principal de ces 2 jours, remarquablement, cher Paul Marie, mis en œuvre, mis en scène par l'université, quand elle parle de Corse, c'est cette importance de développer, et Paul Jacob l'a mentionné, ce dialogue entre les Corses et Bruxelles, les Corses et l'Union européenne. Pourquoi? Je voudrais d'abord, pour éviter qu'on fasse dire n'importe quoi alors, mais aussi pour encore mieux profiter de toutes les opportunités que l'Union européenne peut apporter à la Corse et aux autres régions et territoires de l'Union européenne, et aussi pour contribuer à rendre l'Union européenne plus efficace. Alors d'abord, pour ne plus permettre qu'on fasse dire n'importe quoi. Hier, on a eu déjà un exemple. Madame Maestrade, je crois, nous a parlé de la bactérie, alors je vais lire pour ne pas me tromper, la Xylella fastidiosa, qui est en train de mettre en péril les oliviers et d'autres arbres, et nous a dit, on m'a dit, une obscure administration nous a répondu, on ne peut rien faire parce qu'il y a Schengen. Donc, c'est-à-dire que Schengen encourage la libre circulation des bactéries. Si on traduit ça, c'est assez absurde. Ça montre bien, donc, ce serait l'Europe qui favoriserait la libre circulation des bactéries au nom de la libre circulation. Quand même, il y a quand même un peu de bon sens. Et je vais prendre un autre exemple qui est cher à Paul Jacob, mais qui est cher aussi. C'est le débat que Paul Jacob a lancé, et qui a été d'ailleurs approuvé par l'Assemblée de Corse, sur l'idée d'avoir un statut de résident face à la pression immobilière pour certaines parties de l'île, face aussi au déséquilibre entre résidence secondaire et résidence de personnes qui vivent et travaillent en Corse. Quand Paul Jacob a lancé cette initiative, je crois que c'était il y a un peu plus d'1 an, j'étais moi-même Corse, et j'ai eu des réactions qui disaient, tout simplement disaient, halte là, c'est impossible, l'Europe ne le permettra pas, point. Point, même pas à la ligne, point, et donc fermez le banc, fermez les rideaux, on discute tout ça, l'Europe ne permettra pas. Et j'ai tout de suite réagi en disant, mais pourquoi? Regardons ce qui se passe dans d'autres régions d'Europe. Regardons quelle est la jurisprudence et regardons pourquoi systématiquement, de manière doctrinale, l'Europe ne le permettrait pas. Alors j'ai exploré, on a cherché hier un de nos collègues, un expert, qui a aussi travaillé avec moi, mais qui est en même temps professeur à l'université de Gand, a très bien expliqué ici devant cette université quelle était la jurisprudence. Bien sûr, il a comme principe la non-discrimination dans l'Union européenne. Bien sûr, il a comme principe qu'on ne peut pas interdire la résidence d'un ressortissant de l'Union européenne, sauf pour des raisons de morale, de bonne mœurs ou d'autres. Mais la Cour de justice a sur plusieurs affaires rendu des arrêts, notamment par rapport à ce qui se passe au Sud-Tirol, ce qui se passe aux îles d'Aland, ce qui se passe en Belgique, à Zaventem, à 10 km du centre de Bruxelles, donc ce n'est pas des endroits exotiques. Elle a dit qu'on pouvait admettre certaines mesures spécifiques pour des raisons d'intérêt général,
par exemple l'habitat social, réserver l'habitat social à certaines catégories. On pouvait prendre des mesures à condition qu'elles soient raisonnables et qu'elles soient proportionnées, et qu'on pouvait prendre à partir de critères objectifs qui ne soient pas discriminatoires d'une nationalité par rapport à l'autre, et qui correspondaient à des objectifs, à des raisons de nécessité et à des raisons, je dirais, d'intérêt général. Donc la réponse de la Cour de justice n'était pas c'est impossible, c'était c'est pas impossible, mais bien sûr certaines conditions à débattre. Donc on ne peut pas faire dire n'importe quoi. Et ni sur le statut de président, ni dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est impossible, ni sur d'autres sujets, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à l'Union européenne. Et pour ne pas lui faire dire n'importe quoi, il faut dialoguer, il faut avoir un dialogue politique, il faut avoir un dialogue direct entre les citoyens, leurs représentants et les institutions de Bruxelles. Et je prends cet exemple et on peut en prendre bien d'autres. Il faut aussi dialoguer en direct pour bénéficier de toutes les opportunités que l'Union européenne présente. On en a parlé encore hier après-midi. Je mentionne d'ailleurs que depuis quelques années, effectivement, la Corse est une des régions de l'Union européenne qui utilise le mieux les fonds structurels européens. Il y a le moins de crédits non utilisés, ce n'était pas le cas avant, c'est vrai, mais maintenant, les fonds structurels sont bien utilisés. Il y a bien d'autres programmes. Il y a eu tout à l'heure une présentation de la directrice de la Maison de l'Europe qui est ici sur tout ce qui se fait avec les programmes services volontaires jeunesse, l'université qui utilise le programme Erasmus. Je pourrais citer d'autres programmes qui ne sont peut-être pas encore connus. Il y a un programme par exemple qui s'appelle Horizon 2020 qui concerne le soutien aux petites entreprises, qui peut octroyer jusqu'à 50 000 € à des chefs d'entreprise qui développent des innovations. Et c'est un programme intéressant. Je suis sûr que Marie-Paul Mancini en fait la promotion, mais ce serait peut-être intéressant d'en parler encore plus. Et puis je citerai aussi une initiative que Jean-Claude Juncker, le nouveau président de la Commission européenne, élu démocratiquement par le Parlement européen, première fois qu'on a un président de la Commission européenne qui a une véritable légitimité. C'était une des questions d'ailleurs de nos jeunes étudiants hier, très bonne question. Il a, pour apporter, je dirais, un nouveau souffle, un nouveau dynamisme à l'Union européenne qui en a besoin, quand on voit bien que les citoyens ont beaucoup de doutes. On a parlé hier de tout le sud de l'Europe qui est en doute avec les ravages de l'austérité et de la crise. Il a lancé un plan, il lance un plan d'investissement de 325 milliards d'euros, important, pour soutenir l'activité économique, sur les projets d'infrastructure, sur le développement des entreprises, sur la transition énergétique, entre autres. Voilà, 325 milliards d'euros, qui en partie utiliseront le budget européen, l'autre partie, il s'agit de faire appel aux capitaux privés, avec un effet de levier à partir des fonds publics. Et il a demandé, c'est arrivé, je dis pour mes collègues hier, il a demandé à notre comité, comme au comité des régions, de dialoguer avec lui. On va rencontrer les commissaires responsables et Jean-Claude Juncker dans les jours qui viennent. On va faire un avis, on va demander un rapport sur ce sujet, de lui proposer des méthodes de mise en place pour utiliser ce plan de 325 milliards d'euros pour accélérer les procédures, car on sait bien que les procédures européennes sont longues, et pour toucher les vrais destinataires. Non pas, comme c'est trop souvent avec les programmes européens, où une partie de l'argent passe par des intermédiaires, parfois sont des bons, parfois ce n'est pas toujours des bons, ou parfois ils sont utiles, il arrive qu'ils ne soient pas utiles, et nous allons lui faire des propositions. Et à partir de ce que nous avons entendu, à partir par exemple de ma rencontre jeudi soir avec Femukui sur tout ce qui est fait pour l'investissement à partir de l'épargne corse, et il y a ces opérations, ces mécanismes de financement de proximité, il y en a un petit peu partout dans différentes régions d'Europe. Nous pourrons lui proposer une méthode qui ne passera pas peut-être par les voies traditionnelles ou uniquement les voies traditionnelles des banques privées ou des circuits des fonds structurels, mais qui pourra aller plus directement par exemple des subventions globales à des agences de développement, à des collectivités comme la collectivité de Corse, ou à des montages financiers comme Femukui. Donc il y a des opportunités, puis ces opportunités, c'est surtout
les échanges, les contacts avec les autres îles de la Méditerranée, avec les autres régions de l'Union européenne. Et plus on développe les échanges, plus on envoie de jeunes dans le service volontaire, dans d'autres formules, dans d'autres régions d'Europe, plus ils peuvent développer des contacts, ils peuvent faire, promouvoir, faire la promotion des produits qui ont cette identité. Car moi, je crois aussi énormément à ce côté de l'identité, développer les produits. On a vu, quand on était au débat avec Fémocui, on a beaucoup parlé de la bière Pietra. Mais ce que les gens cherchent quand ils viennent en Corse, c'est retrouver l'identité, non seulement dans les paysages, non seulement par la langue, par la culture, mais c'est aussi par les produits. Ils veulent consommer des produits corses. Moi, mes collègues, hier soir, quand on est allé dîner, la première question qu'ils m'ont dit, bon, ce soir, quels sont les produits corses qu'on va avoir? On leur a dit oui, il y aura du longs, on a eu la soupe corse, on a eu le veau corse, on a eu les produits. Même, j'étais à côté du maire de Samos, il a demandé de l'eau minérale et il a dit je veux de l'eau corse. Je dis mais aucun problème, il a eu de l'eau pétillante, donc il a eu de l'orez. Donc on peut, les produits identitaires, c'est aussi l'identité qui s'ouvre au monde, c'est pas l'identité qu'on garde pour soi. L'orez, la bière Pietra est destinée à être vendue et consommée le plus largement possible. Et le vin corse qui est excellent. Et puis enfin, c'est participer, c'est dialoguer pour améliorer l'efficacité de l'Europe. Hier, beaucoup de gens ont critiqué, il y avait des côtés pessimistes, mais si on aime l'Europe, il faut aussi critiquer ce qui ne va pas. Ce n'est pas non plus de dire que tout va bien et tout fonctionne parfaitement. L'Europe, elle doit être encore davantage au service des gens. Et je vais prendre un exemple. Nous, notre comité économique et social européen, nous avons il y a quelques mois, parce que nous faisons maintenant des études d'impact. C'est-à-dire nous analysons l'impact sur la vie des gens des textes européens. Par exemple, on a fait une étude d'impact sur la directive Bolkestein, directive détachement des travailleurs, dans le secteur de la construction, où on a vu que le système de détachement des travailleurs, maximum de 3 mois, dans lequel les salariés ne sont pas astreints à la sécurité sociale du pays dans lequel ils travaillent, ça favorise, malheureusement, ça perturbe le marché du travail, ça crée du dumping social. Et nous avons proposé une correction de cette directive, non pas de la supprimer, au contraire, car la mobilité du travail, c'est très bien, mais qu'elle se passe de manière légale et sans distorsion de concurrence. Le président Jean-Claude Juncker a repris cette idée et il a annoncé qu'il allait proposer de réviser cette directive. Il a dit dans son discours au Parlement européen, de façon à ce que, pour un même travail, il y ait le même type de salaire et le même type de droits sociaux et de cotisations sociales, si c'est fait au même endroit. C'est le bon sens aussi. Donc on peut corriger les textes européens en participant, en y contribuant. Et moi je crois qu'il y a, au niveau de l'ensemble des pays de la rive sud de l'Europe, des pays méditerranéens, un retard de croissance. Ça va de Chypre, où j'étais la semaine dernière, jusqu'au Portugal, donc on parlait tout à l'heure, et en passant par la Corse. Et donc ce programme d'investissement, c'est 325 milliards d'euros. Il est important qu'il y ait un effort particulier sur ces régions pour qu'on ait davantage de cohésion économique entre les régions européennes. Et il y a un message particulier à avoir pour les régions qui sont handicapées par leur situation géographique. Parce qu'il y a des problèmes de transport quand on est dans une île. Nos collègues venus hier de l'île de Samos, aujourd'hui, ils rentrent chez eux et ils arriveront dans l'île de Samos que demain. Il faut 4 avions, 3 avions depuis ce matin entre Bastia, Nice, Rome, Athènes, et demain matin, Athènes, Samos. Donc c'est pas l'Odyssée, mais presque, hein, pour venir jusqu'en Corse. Donc, il y a un handicap, je veux dire, objectif. Et nos amis de Samos, c'était très intéressant, sont venus nous présenter, c'est le maire de la commune de Samos, parce que, donc, ils avaient 4 communes, mais ils n'ont plus qu'une, c'est maintenant une seule municipalité. Ils ont encore 2 ports. J'expliquais, ils avaient encore 2 ports, et que les bateaux qui venaient du Pirée, ils s'arrêtaient dans les 2 ports. Ils mettaient 3 heures d'ailleurs pour aller d'un port à l'autre, alors qu'en voiture, ça mettait 30 minutes. Mais, bon, chacun a ses contingences historiques. Mais ils ont présenté non pas un mémorandum de revendication, mais un certain nombre de problèmes concrets
sur la fiscalité, sur la continuité territoriale, sur l'énergie, sur les réglementations phytosanitaires, sur la qualité de l'eau, qui explique que le fait d'être uni, ça implique une différence de traitement. Et je crois qu'avec la nouvelle Commission européenne, le nouveau Parlement européen, monsieur Tusk, le nouveau président du Conseil européen, il faut ensemble, sans brandir le drapeau de la spécificité ou de la dérogation, mais ensemble brandir le drapeau d'adapter les politiques européennes, les directives, sans contrevenir au droit, aux réalités. Je crois qu'avec ce qui s'est passé aux dernières élections européennes, la Commission européenne, qui maintenant prend une tour beaucoup plus politique et moins bureaucratique, est tout à fait prête à comprendre ce message. Et sur base de ce que les Corses, les gens de Samos, les gens de Baléares, les gens d'autres îles pourront, non pas dans une demande permanente d'assistance, ou non pas dans une demande permanente de dérogation. Il ne s'agit pas de déroger, il s'agit simplement de repenser l'Europe. Repenser l'Europe en s'appuyant sur les acquis, et repenser l'Europe en voyant que c'est à l'Union européenne de s'occuper de l'essentiel, la défense, la transition énergétique, nos relations étrangères, notre grande politique économique, notre convergence économique, et pour l'application de ces politiques. Pour savoir quel type d'énergie on développe dans une île, c'est au niveau de l'île qu'on peut le déterminer, pas à Bruxelles. La qualité de l'eau, la façon de faire le fromage, la façon de lutter contre telle ou telle bactérie, tout ceci doit être géré au niveau local. Et il faut repenser à tout un certain nombre des politiques européennes dans ce sens-là, plus de flexibilité au niveau local, plus d'adaptation, y compris en matière de fiscalité, et en même temps que l'Union européenne s'occupe davantage de ce qui est essentiel, c'est-à-dire là où on a vraiment besoin de plus de solidarité et de plus d'entité. Et pour terminer, moi je dirais que, pour reprendre ce que disait Léo Battesti, je crois qu'il ne faut pas, c'est le message que j'adresse maintenant en Corse, il ne faut pas avoir, on appelle le complexe de Calimero. Calimero, c'est ce petit oiseau qui est tout petit, et comme il est tout petit, ben, il n'ose pas voler. La Corse a déjà surpris l'Europe, on va rester à l'Europe, 18e siècle, début du 19e aussi, mais bon, on va pas développer. Elle peut encore. Et elle peut surprendre, d'abord par cette valorisation de son identité, mais aussi par sa vision, en même temps très européenne, extrêmement européenne, sur l'idée européenne. L'adhésion à l'idée européenne est très forte ici encore, à l'idée, et en même temps sur cette volonté d'agir au niveau local, d'adapter au niveau local, tout en contribuant justement à faire une Union européenne, je dirais, plus humaine et plus conforme à toutes ces identités européennes qui forment notre richesse. Donc oui, je crois franchement que l'Europe est extrêmement utile au développement des ambitions de la Corse, mais je crois aussi que la Corse peut se prendre l'Europe. Merci beaucoup. Bien, avant de donner la parole au président, permettez-moi de très rapidement faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit au cours de ces 2 jours, parce qu'il me semblait important que cette université citoyenne puisse d'abord déboucher sur justement cette conclusion un peu générale, mais aussi que je puisse exprimer à un moment donné la volonté de l'université de travailler sur un projet. Parce que vous savez que toute université citoyenne, depuis qu'on les organise, se traduit par des choses très concrètes. Alors, nous avons beaucoup voyagé durant ces 2 jours, on a parcouru l'Europe, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses qui se passaient en Grèce, qui était un pays évidemment très important pour comprendre la température du projet européen. On est allé en Suède, en Bulgarie, en Allemagne, on est allé en Belgique, dans les Flandres, on est allé en Italie, en Irlande, on est allé en Écosse, souvent, au Portugal, en Espagne, en Chypre. Enfin, on a vraiment parcouru l'Europe dans sa richesse. On a parlé évidemment de l'Europe, c'est-à-dire du projet politique. On a parlé des dernières élections européennes, de la crise de défiance des populations à l'égard des institutions européennes, effectivement, qui pose quand même un lourd problème. On a évidemment parlé de l'Europe des États-nations, qui
semble être identifiée par tous comme une problématique très forte sur laquelle il faut continuer à réfléchir. On a parlé de la coupure qui semble s'installer entre le nord et le sud. Et évidemment, ça nous interpelle, nous Corses. On n'a pas parlé, c'est assez étonnant, même si ce n'est pas un pays qui appartient aujourd'hui directement à l'Europe, on n'a pas parlé de la situation en Ukraine. Mais la question de l'Ukraine, évidemment, dit beaucoup. La manière dont cette question a été traitée par les institutions européennes dit beaucoup aussi de la crise politique en Europe. On n'a pas évoqué aussi la question de la Turquie, même si c'est un autre problème, mais ce sont évidemment des choses qui nous concernent en tant qu'Européens. Alors évidemment, on a parlé de la Corse, on a beaucoup parlé de ses problèmes. Il y en a beaucoup, effectivement, mais j'imagine, comme l'ensemble des territoires, en tout cas l'ensemble des territoires périphériques, c'est vrai aussi qu'on a nos problématiques spécifiques. Et on espère évidemment que, notamment, les membres du Comité économique social européen ont pu mieux s'approprier ces difficultés. Mais j'allais dire ces difficultés, mais aussi ces espoirs. Parce que vous avez bien compris que la tonalité de cette université citoyenne, ce n'était pas de rester dans le problème, c'était de sortir du problème. Alors on a parlé évidemment, et c'était peut-être le sujet le plus intéressant, du lien entre l'Europe et la Corse. Là encore, on a pu voir les verrous, on a pu voir les blocages qu'il pouvait y avoir, mais on a vu aussi surtout, et je crois que c'est l'enseignement peut-être le plus important, les possibles. Tous les possibles qui existent dans le lien entre l'Europe et la Corse. Et je voulais vous dire que si nous avons appelé cette université citoyenne de faire l'Europe en Corse, le mot le plus important du titre, c'est faire. C'est le mot faire. Il y a ce matin une traduction par le Corse Matin des débats d'hier. Quelle Europe en Corse? C'est pas la question qu'on a posée. C'est pas quel tourisme pour la Corse. C'est fini ces questions. Ces questions, c'est faire maintenant. C'est faire, c'est construire, c'est produire, c'est inventer, c'est innover, c'est créer. La Corse est engagée aujourd'hui dans ce chemin-là. Je crois que c'est le message le plus important. Et si aujourd'hui je devais enlever quelque chose du titre que l'on a posé, c'est le point d'interrogation. Oui, oui, nous allons faire l'Europe en Corse. Le principe de l'université citoyenne, c'est bien celui-là. C'est l'université engagée. L'université de Corse, ça fait partie de, je dirais, de son identité. Ce n'est pas une université qui est neutre dans le débat public. L'université, ça a toujours été un acteur qui s'est impliqué dans la construction d'espaces publics et politiques. Toujours. Eh bien, l'université s'engagera, comme toujours, pour participer à ce grand projet européen. Je voulais terminer là-dessus. L'université donc portera un projet, et avec l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette université citoyenne, dans une logique un peu de transversalité, pour justement affirmer encore plus la citoyenneté européenne, et nous aurons l'occasion, à travers toute une série d'actions, de vous informer de l'évolution de ce projet. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil exécutif territorial, Monsieur le Président du Comité économique et social européen, Mesdames et Messieurs, chers amis, le moment, j'allais dire malheureusement, venu de conclure. Et cette tâche me revient. Nous avons tenté, en organisant pendant 2 jours cette université citoyenne, d'aborder la question des relations de la Corse et de l'Union européenne en posant ce sujet de façon quelque peu iconoclaste, voire provocatrice, en inversant les termes habituels, faire l'Europe en Corse, avec un point d'interrogation, j'ai appris il y a un instant que le point d'interrogation devait être supprimé. À cette question, il a été d'abord répondu qu'un retour en grâce de l'Europe auprès des citoyens d'Europe, en Corse, mais aussi ailleurs, nécessitait de, je vous cite, réinventer le projet européen à partir des territoires. En d'autres termes, et pour employer le jargon des économistes, une approche ascendante, bottom-up, doit se substituer à l'approche descendante, top-down, trop longtemps privilégiée jusqu'ici. Les 3 tables rondes d'hier après-midi et de ce matin se sont efforcés de décliner ce credo en abordant de front et successivement la problématique de la construction d'un nouveau vivre ensemble dans un contexte devenu
plus périlleux, plus exigeant, à travers la libéralisation accélérée et sans doute, peut-être, insuffisamment préparée pour les régions périphériques telles que la Corse, de la circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Une Europe reconnue, aimée, respectée, suppose un rééquilibrage successif, progressif, des situations économiques et sociales des pays, mais aussi des régions. Certes, on l'a dit, de gros efforts en ce sens ont été entrepris au cours des 20-30 dernières années, mais les élargissements successifs du périmètre de l'Europe, sans doute utiles, sans doute nécessaires, sans doute stratégiques d'un point de vue géopolitique, a rendu d'autant plus délicat ce rééquilibrage que la crise économique s'est entre-temps installée. D'où l'impérieuse nécessité, comme l'a montré la table ronde de ce matin, de construire et ou de renforcer une connexion plus fine, plus continue, plus politique, peut-être qu'administrative, entre les territoires et la gouvernance supranationale de l'Union européenne, mais aussi, comme l'ont souligné M. Jacob et M. Manos, entre les territoires, et c'est là peut-être que réside une des conclusions les plus importantes de ces 2 jours de débat. Toutes ces questions ont donc été posées. Certaines ont reçu des réponses ou ont permis d'entrevoir des solutions. D'autres mériteraient sans doute qu'on y revienne. Comme je l'ai dit à l'ouverture de cette université citoyenne, nous aurons correctement rempli cette mission si les débats riches et, j'y insiste, sans recours à la langue de bois, donnaient un top départ à de nouveaux et prochains échanges, et pourquoi pas, et cela est aussi du ressort du politique, suscitait une initiative, l'université eurasienne, susceptible d'élargir cette problématique et cette prise de conscience à d'autres régions d'Europe. Nous avons tenté très modestement d'ouvrir une fenêtre. Cette tentative en appelle d'autres. Nous sommes à l'Université de Corse disposés à en ouvrir d'autres, avec d'autres, en espérant, ce sera peut-être le petit point négatif que je dirais en tant que président, en espérant une représentation plus nombreuse de la société civile, du monde socio-professionnel, même si, comme on l'a dit, la nuance n'a plus beaucoup grand sens aujourd'hui, n'est-ce pas Léo, et des responsables politiques, nous en avons plus éminents aujourd'hui, mais aussi de la communauté universitaire. Sur ce vœu, je voudrais, en terminant, remercier l'ensemble des participants à cette université citoyenne pour l'excellence des débats qu'ils ont permis de développer et d'animer. Merci à toute la prestigieuse et importante délégation du Comité économique et social européen et à son président, M. Henri Malos. Merci aux différents représentants de la société civile et du monde socio-professionnel qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps précieux à nourrir les débats de leur expérience du terrain. Merci à M. Paul Jacob, président du Conseil exécutif territorial, de nous avoir fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et d'avoir aidé à éclairer l'horizon. Merci à un journaliste qui était présent hier, M. Raphaël et M. Antèche, le Corse Matin, qui se sont déplacés pour nous aider à coordonner et à animer les débats. Merci enfin à l'équipe organisatrice de l'Université de Corse, Pascal Pack, qui, comme d'habitude, a accompli un véritable sans faute. Je précise simplement que cette semaine, il y avait 4 manifestations scientifiques à l'Université de Corse, une série d'ateliers consacrés à Pascal Pack et à Napoléon, projet soutenu par la collectivité territoriale. Nous avons accueilli les rencontres, dans le cadre des rencontres des jeunes chercheurs organisées avec le CNRS, près de 200 élèves de première et de terminale qui ont passé 2 jours en s'intégrant complètement à l'université. Il y avait hier aussi un séminaire du juridique à la faculté de droit, et puis il y avait cette université citoyenne d'hier et d'aujourd'hui.
pour vous dire que l'équipe d'organisation, de communication et d'événements a beaucoup travaillé et je crois que le résultat a été à la hauteur de nos ambitions. Je vous souhaite évidemment au revoir, à très bientôt j'espère, et une bonne continuation de votre séjour en Corse, dans le Beauce, en passant par le Vénaquet, dans la région de Boconia. Merci beaucoup.